je vais prendre place et je vais laisser mes invités se présenter. Alors, en commençant peut-être au bout là-bas, vous, jeune homme. Bonjour. Alors, un petit mot sur votre nom, qui vous êtes, qu'est-ce que vous... Ouais, c'est hyper intimidant toujours, hein. Je suis Théo Rivière, je suis auteur de jeux à temps plein depuis 7 ans maintenant. J'ai sorti pas mal de titres, vous connaissez peut-être Sea Salt and Pepper ou Draftosaurus, qui sont parmi ceux qui ont bien marché. Et à côté de ça, j'ai cofondé la Team Kaedama. On est un regroupement de 4 auteurs et on travaille sur des jeux de commande, donc des jeux à l'initiative d'une structure qui n'est pas la nôtre. Et j'ai également le plaisir d'avoir cofondé Spiral Edition, qui est une jeune maison d'édition. On vient de sortir notre 3e jeu. Voilà. Merci Théo. Bonjour, donc moi je m'appelle Déborah, je travaille depuis bientôt 2 ans pour la maison d'édition Tiki Édition, qui, pour la petite histoire, a été fondée au Canada il y a 11 ans maintenant, et qui maintenant se passe en France. Donc voilà, donc moi je travaille dans tout ce qui va être communication, mais aussi je participe au développement des jeux. On est un petit peu tous des couteaux suisses, comme on aime bien dire dans l'équipe, et voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Christian Lemay, je suis le fondateur de la maison d'édition Scorpion Masqué. Ça remonte à 2006, ce sera bientôt 20 ans. Et puis, j'ai eu tous les postes aussi, président, directeur général, comptable et concierge. Et jusqu'à temps que vienne me rejoindre un premier employé à temps plein, il y a 10 ans exactement, en mai 2015, monsieur que je vais laisser se présenter. Donc, moi, je suis Manuel Sanchez. Effectivement, j'ai été engagé par Christian en 2015. Avant ça, j'étais dans le milieu du jeu de façon semi-professionnelle, on va dire, professionnelle à temps partiel ou sur du travail de freelance. Et à partir de 2015, j'ai commencé à travailler à Scorpion Masqué. Et quand Christian a pris sa retraite, donc en 2021, j'ai pris la suite et je dirige actuellement le studio. Super. Et ce qui est intéressant, je pense, moi, la première question, vous savez, nous, on a une chaîne YouTube, on explique des jeux. Pendant longtemps, il y avait beaucoup de mystères par rapport à la confection des jeux. Les jeux apparaissaient soudainement comme ça. À chaque mois, il y avait des nouveaux titres dans les boutiques. Mais c'est un long processus. Vous évalueriez à combien de temps approximativement la confection d'un jeu, mettons, de l'idée initiale de quelqu'un qui arrive. En moyenne, j'imagine qu'il y a des jeux qui doivent être extrêmement rapides, d'autres plus longs, mais ça prend combien de temps faire un jeu? C'est un peu dur de fixer le point de départ, puisqu'il est souvent à l'initiative des auteurs et des autrices. Et à partir de ce moment-là, là, ça peut être infiniment long comme infiniment court. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des prototypes où de l'idée jusqu'à avoir une version qui était présentable à une maison d'édition, il s'est écoulé 1 semaine parce que c'était des jeux où il n'y avait pas grand-chose. Une semaine? Il y avait déjà quelque chose de prêt. Et il y a des jeux sur lesquels je bosse depuis des fois 8 ans et c'est toujours pas bien et c'est toujours pas présentable. Donc ça, c'est hyper variable. Là où il y a un chiffre qui est un peu plus facile à donner, c'est à partir du moment où le jeu est signé et rentre dans les maisons d'édition. Généralement, on parle d'autour de 18 à 24 mois, à peu près 2 ans. Évidemment, il y a des exemples extrêmes. Moi, j'ai un jeu qui a mis 6 ans à sortir. Et je pense que le plus court que j'ai eu, ça doit être 9 mois entre la signature et la sortie. Mais une moyenne de entre 1 an et demi, 3 ans maximum, c'est à peu près classique. Oui, pour compléter peut-être sur ça, c'est effectivement, pour que les gens comprennent bien, le jeu de société souvent part de l'idée d'un auteur. Donc un auteur va travailler son idée de son côté et ensuite va démarcher les éditeurs. Et un éditeur va s'emparer de cette idée, dire « Ah, c'est extraordinaire, j'ai envie qu'on fasse ce projet ensemble. » Et là, il y a un nouveau passage de travail qui va s'engager avant que le jeu soit imprimé et sorte. Donc c'est vraiment important de comprendre, c'est ça ce que décrivait Théo, c'est ces 2 phases-là. Il y a la phase où c'est vraiment l'auteur de son côté ou avec sa communauté qui va développer son idée. Et quand l'auteur pense que l'idée est mûre, il va la présenter à des éditeurs. De notre côté, en moyenne, ça va mettre 2 à 3 ans à partir du moment où on a signé un jeu. Le plus court qu'on ait fait ces derniers temps, c'est l'île des Mookies, auquel vous pouvez jouer sur une table du côté de chez Randolph, qui est un jeu pour enfants de Florian Siriex. On l'a signé à Cannes 2023 et il est sorti en juin 2024. Non, il est sorti cette année, Mookie. Donc, on l'a signé... On est en 2025, je suis tout mêlé dans mes années. Donc, on l'a signé probablement en mars 2024. Voilà, c'est ça, merci. Okay. Et il est sorti en juin 2025. Donc, un petit peu plus d'1 an, et ça, c'est vraiment le plus court qu'on est capable de faire en termes d'édition. Et d'autres projets qui sont plus ambitieux vont prendre beaucoup plus longtemps.
avec Théo, on a Dead Cells qui est sorti à la fin de l'année dernière. Combien de temps ça s'est passé pour l'édition à partir du moment où on vous a approché pour travailler dessus? C'était avant COVID. C'était avant le Covid, ouais. Donc, on s'en est parlé en octobre 2019 à SN. Même si forcément vous en doutez, c'est pas. Et là, c'est un bon exemple. Dead Cells, c'est un projet qui a mis longtemps à arriver, mais on n'a pas bossé dessus pendant 6 ans, tous les jours, 2 heures par jour, jusqu'à temps que ça arrive. Forcément, les projets ont aussi un temps de latence parce que il y a plein de temps sur lequel on ne peut pas bouger et qui peuvent prendre vraiment longtemps. Typiquement, la production d'un jeu peut prendre des fois jusqu'à 6 mois. Et c'est du temps où plus personne, si ce n'est les usines, mais on ne les voit pas directement, est en train de travailler sur le jeu. Mais ça décale d'autant la sortie par rapport au moment de la signature. Et forcément, tout ça, ça rajoute un peu du temps. Christian? J'aurais une question, moi, si c'est correct avec monsieur l'animateur. OK. Un auteur à temps plein, ça consacre combien de temps à un jeu genre 1 heure par semaine le mardi matin? Ou Non, mais à quelle fréquence tu travailles sur un jeu qui est dans les tuyaux pendant 1 an, 2 ans? Tu y consacres une journée par semaine? C'est hyper variable. Il y a des projets où c'est un peu à l'envie et au besoin. C'est aussi le processus de création du côté auteur-autrice. Il est vachement en rebond avec la maison d'édition à partir du moment où on s'est signé. C'est-à-dire que moi, je vais signer un projet, imaginons, avec le Scorpion masqué. Nous, on va leur livrer une version du prototype. Eux, forcément, ils ont d'autres jeux à traiter, d'autres jeux sur lesquels ils travaillent, donc il faut un petit temps pour qu'ils y jouent. Et généralement, à partir de là, ils vont revenir avec des retours, des envies de modification, des choses à changer. Et la balle va être de nouveau dans notre camp. Nous, on va retravailler, on va leur renvoyer, et puis on fait souvent des allers-retours comme ça. Donc il y a des projets sur lesquels je travaille pas du tout parce que je suis en attente de retour où il se passe des choses. Et il y a des projets, typiquement, j'ai fait un jeu pour enfants qui s'appelle Détective Charlie chez Loki, qui est un projet à déclinaison. On a fait une première boîte, un livre, une extension, un calendrier de l'Avent et plus qui arrive. Quand on est au cœur du développement sur Charlie, parce qu'on a une boîte à livrer, je travaille dessus à peu près 1 journée par semaine. OK. Moi, je suis curieux, Déborah, est-ce que les gens vous approchent? Parce que j'essaie de me demander, c'est comment ça se passe. Est-ce que les gens vous écrivent un courriel et vous disent « j'ai un jeu ». Est-ce qu'ils vous approchent dans des événements comme le Flim? Je dirais que c'est un peu tout, un peu les deux. On peut recevoir des protos un peu toute l'année. À l'approche de gros événements, typiquement chez nous, Cannes, c'est vraiment le gros boom. On reçoit énormément de demandes. On a de tout type. On a vraiment les gens qui ont ciblé ce qu'on produit comme jeu, donc ils savent exactement ce qu'on fait. Ils nous disent « Ah bah voilà, je pense que ça rentrerait bien dans telle ou telle gamme de chez vous ». Puis il y a ceux où on reçoit des mails groupés, où il y a encore toutes les adresses d'à peu près tous les éditeurs. Et on se rend compte que c'est pas du tout, par exemple, ce qu'on va avoir l'occasion de faire. Ou alors il y a aussi beaucoup de jeux où on va recevoir et on se dit « Ah mais ce jeu existe déjà, par exemple ». Voilà. Donc on a vraiment de tout, des gens qui ont une idée comme ça, qui connaissent pas forcément non plus le monde du jeu énormément et qui vont contacter des maisons d'édition en se disant « J'ai trouvé la super idée ». Des fois, c'est quelque chose de très novateur, puis des fois un peu moins. Donc voilà, et on va trier, on va avoir un premier tri sur ce qu'on va recevoir. Et ensuite, on les reçoit souvent, soit quand il y a des événements, on fait des rendez-vous auteurs, autrices d'ailleurs, sur les événements, soit quand c'est à distance, on demande souvent des versions imprimables pour qu'on puisse les tester directement chez nous, en fait. C'est intéressant. Est-ce que j'ouvre la question, mais est-ce que ça arrive parfois qu'une maison d'édition va écrire à un auteur? Par exemple, il y a certains auteurs, autrices connus dans le monde du jeu qui ont sorti plusieurs jeux qui ont bien fonctionné. Est-ce que ça arrive qu'une maison d'édition va écrire à Rainer Knizia? Est-ce que vous avez un jeu? Manu, tu veux raconter Dead Cells, peut-être? Oui. Donc effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Il y a le processus qu'on vient de décrire avant, qui est le processus classique où un auteur a un projet et cherche une maison d'édition pour le travailler. Et ça peut arriver qu'une maison d'édition ait un projet, cherche quelque chose de particulier et se rapproche d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs pour travailler sur ce projet. C'est ce qui s'est passé pour Dead Cells, où dans ce cas-là, on avait une idée du type de jeu qu'on voulait faire. C'était assez net, mais il fallait vraiment faire un gros travail. Notamment, c'était un jeu sur lequel le système évolutif existait un petit peu sous forme d'idée, mais il manquait un cœur de jeu. La mécanique centrale de se promener dans le donjon, les combats, etc., n'existaient pas, et on avait vraiment besoin
en l'occurrence, on a une équipe d'auteurs, vu l'ampleur du projet. Et donc, dans ce cas, c'est nous qui nous sommes approchés de Kaidama, qu'ils avons contacté en disant, voilà, nous avons un projet, est-ce que vous voulez travailler avec nous sur ce projet? Et ça arrive encore régulièrement, de temps en temps, on a une idée précise de projet, à ce moment-là, on va aller cibler un auteur ou un groupe d'auteurs et demander est-ce que vous voulez travailler avec nous. Mais ce n'est pas la norme. Le plus souvent, c'est plutôt les auteurs qui arrivent avec leur projet. OK. Et c'est vrai que nous, c'est un truc sur lequel on est spécialisé et qui existe de plus en plus. À la fois sur des projets comme Dead Cells, même si là c'est particulier puisque la licence est arrivée après, mais beaucoup sur des jeux avec une licence précise, puisqu'une maison d'édition peut se dire ok, bah, j'ai un plan pour avoir la licence Batman, trop bien, bah, je vais pas attendre ad nauseam, enfin ad nauseam pas du tout, à l'infini, que quelqu'un me présente un jeu Batman qui soit bien et qui se cale dedans, ça n'arrivera pas. Je vais pas non plus attendre que spontanément un auteur ou une autrice me propose un jeu Batman pour me dire ok, je vais négocier la licence à partir de là, parce que le processus est trop long. Donc souvent, nous, on est contactés par des maisons d'édition qui nous disent ok, on a chopé la licence Naruto, on a fait plein de jeux Naruto, est-ce que ça vous brancherait de faire un jeu à partir de ça? Et donc nous, on arrive un peu comme une solution, mais avec un processus qui est effectivement pas exactement le même. Et de l'autre côté de la barrière, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir Sea Salt and Pepper qui a bien marché, ce qui fait que notamment côté international, j'ai des maisons d'édition qui me contactent en disant coucou, si tu as un jeu un peu comme Sea Salt and Pepper, ça nous intéresse, n'hésite pas à nous le présenter. Donc c'est vrai que c'est pas tant le succès des auteurs-autrices en tant que personne, mais plutôt autour d'un jeu qui va parfois amener des maisons d'édition à les contacter en disant trop cool, j'ai bien aimé des cryptos, est-ce que t'as pas des jeux à nous montrer, j'ai bien aimé Lucky Numbers, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Vous avez vu, j'essaye de citer vos jeux comme ça, je vous montre que je vous aime. Mais oui, ça c'est intéressant quand même, le processus de vous recevez, vous êtes approché par des auteurs-autrices qui ont des projets. J'imagine que ça doit venir sous toutes sortes de formes. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si j'ai le droit de poser cette question-là, mais une espèce de red flag ou quelque chose que un auteur ou une autrice ne devrait pas faire en approchant un éditeur? Est-ce que d'arriver avec ses propres illustrations, sa propre équipe, sa propre thématique, est-ce qu'il y a des choses que les gens devraient éviter avant d'écrire à des maisons d'édition avec un projet? J'ai une liste là. Petit 1. Bon, je peux parler pour moi. Donc, au Scorpion Masqué, j'avais... Est-ce qu'il est encore en place, cette forme, une page à remplir, un truc Word? Okay. Il y a des choses, donc quand la personne est manifestement pas au courant de ce qui s'est passé dans les 25-30 dernières années et qu'elle nous amène le nouveau Monopoly, c'est pas un bon signe. Quand la durée de la partie, parce que c'est des informations qu'on demande sur ce formulaire pour soumettre un jeu, quand c'est entre 15 et 175 minutes, c'est pas bon signe non plus. C'est parce que ton design n'est pas assez resserré. Quand tu as des idées de grandeur et que tu dis « Ah, je vais lâcher mon emploi demain matin pour me consacrer à ce jeu-là et c'est mon premier jeu que j'ai créé », c'est généralement pas un bon signe. Donc, c'est quelques-uns des red flags que j'avais. Oui, c'est encore régulièrement, on reçoit des gens qui sont extrêmement motivés, qui ont dit « Ah, j'ai réinventé la belote, mais avec une 5e couleur, et ma famille adore ça, et mes amis me disent qu'il faudrait vraiment l'éditer. » Ça, en général, on va pas le considérer. Et après, ça serait aussi de regarder ce que fait l'éditeur avant de présenter, parce que dans les durées de jeu, il y a des éditeurs qui vont prendre des gros jeux très longs, très complexes. Donc, si vous développez ce genre de jeu, approchez ce genre d'éditeur. Si vous proposez à un éditeur plus léger un wargame de 2 heures, comme ça nous est arrivé récemment, c'est que vous ne savez pas ce qu'on fait ou vous ne comprenez pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, effectivement, ça ne va pas vous mettre... Okay. Il n'y a pas de pivot en vue pour Scorpion Masqué de faire du wargame prochainement? On a une ligne éditoriale de plus en plus vaste. Mais je pense que du wargame, Deuxième Guerre mondiale, 2 heures simulationniste... Historique, noir et blanc? On n'y est pas encore. OK, parfait. Oui, de votre côté, est-ce qu'il y avait peut-être des petits conseils ou des choses peut-être à éviter? Je pense que c'est pareil, effectivement. On voit une différence entre des gens qui sont un petit peu intéressés à ce qu'on édite, qui ont une connaissance, sans parler de savoir tout ce qui sort, forcément les dernières nouveautés, mais au moins une connaissance un petit peu du jeu dans sa globalité. Et d'autres, on sent qu'il y a quand même un vrai décalage avec la réalité, qui pensent qu'ils arrivent avec leur proto, qu'après-demain, ça part en production et que dans 1 mois, c'est sorti, quoi. Enfin, il y a un peu ce truc. Ouais. Et où des gens qui arrivent et quand on va leur dire « Ah, ça pourrait être pas mal, on voit ce qu'on pourrait en faire. » Ah non, mais là, c'est fini. Faut plus y toucher. Ah ouais, mais c'est le principe de développer un jeu. C'est que derrière, il y a aussi ça. Et il y en a qui sont pas du tout prêts, qui arrivent en disant je sais qui va illustrer mon jeu, moi, c'est fini, on n'y touche plus. OK.
on est presque sur de l'auto-édition où on n'a pas envie de s'éditer soi-même et qu'on demande à quelqu'un de le faire. Donc voilà, il y a ce genre de choses où en général ça part pas hyper bien. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est complètement ça. Après, si je dois donner des conseils très concrets à celles et ceux d'entre vous qui ont envie de contacter les maisons d'édition, moi, les choses que je donne le plus, la première, c'est idéalement, faites une petite vidéo de présentation de votre jeu. Faites un joli mail bien rédigé, mais joignez-y une petite vidéo de 2-3 minutes. Ça n'a pas besoin d'expliquer toutes les règles de votre jeu. Si c'est possible, bah faites-le parce que trop cool. Mais l'idée, c'est plus de donner envie à la maison d'édition d'en savoir plus éventuellement, mais surtout qu'elle puisse éliminer positivement ou négativement rapidement le truc en se disant « Ok, c'est pas du tout pour nous » ou « Ok, ça nous intéresse ». Pourquoi une vidéo? Parce que, on le sait, les maisons d'édition, je ne sais pas combien vous en recevez chez Scorpion Masqué, mais des fois, c'est plusieurs dizaines de prototypes par semaine qui sont proposés aux maisons d'édition. Forcément, ça demande un temps phénoménal de lire des règles, alors que regarder une petite vidéo de 2 minutes en x1,5 à la fin de sa journée de travail, ça passe tout de suite mieux. Ouais. Et la deuxième, c'est quand vous faites un mail, soyez un peu naturel et imaginez pas tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai été côté prototype chez Yellow et chez RopoProd, et j'ai reçu des mails qui disaient vraiment genre, j'ai un petit truc à vous montrer, c'est pas terrible, mais quand même, j'aimerais bien que vous regardiez. Bon, bah, j'ai pas envie de regarder ton proto, si c'est un petit truc pas terrible, je m'en fous en fait. Donc vous diminuez pas. Je raisonne un peu. Ouais. Et de l'autre côté, n'arrivez pas non plus en disant ok, j'ai un jeu à vous proposer, c'est le nouveau Spiel des CRS, il est incroyable, on va en vendre des milliards. Ou surtout, moi, un truc qui m'énervait énormément et qui continue de m'énerver, bonjour, je vibre, c'est la comparaison avec un best-seller du milieu. Arrivez pas en disant bonjour, mon jeu c'est le Splendor Killer. Donc, Splendor c'est super, on n'a pas besoin de le killer. Attention, changement de micro, non, ça va. Et donc vraiment arrivez assez naturellement, soyez pas en mode je suis une merde mais je vous présente quand même mon truc, mais soyez pas en mode c'est le meilleur jeu de tous les temps. Faites-le vraiment naturellement, de bonjour, j'ai un truc à vous présenter. Effectivement, renseignez-vous un peu sur la ligne édito pour pas tomber complètement à côté. Une petite vidéo, un petit livret de règles et c'est parti. Et le dernier truc, c'est votre prototype, il n'a pas besoin d'être over canon. On en parlait un peu, mais engagez pas, sauf si ça vous fait plaisir de dépenser de l'argent éventuellement pour rien, mais quelqu'un pour faire les illustrations. Vous embêtez pas à utiliser une IA qui vole le travail des artistes pour faire plein d'images très précises. Des pictos et des icônes récupérées sur Google ou sur Flaticone avec une iconographie très claire, vraiment c'est amplement suffisant. Ce que va regarder la maison d'édition, c'est la clarté et la capacité à se projeter sur le prototype. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en faire un truc chiadé sur lequel vous avez passé des heures et des heures sur le graphisme. Évidemment, si ça vous fait plaisir de le faire, boudez pas votre plaisir et ça ne sera pas un frein. Les illustrations de votre cousine peut-être. Mais dans l'absolu, ça ne sera pas nécessaire pour passer les portes des maisons d'édition. Je pense que tu as raison, mais je rajouterais que ça pourrait être un frein parce que si c'est trop avancé graphiquement au niveau des illustrations, ça va être jugé consciemment ou inconsciemment par l'éditeur qui va considérer le jeu. Donc, si vous amenez un prototype dont le graphisme est fait par vous avec les pieds, mais que c'est clair et que ça exprime bien l'idée mécanique, ça vaut mieux que si vous faites quelque chose qui semble avancer, qui donne beaucoup de travail, parce qu'on va juger cet aspect-là et ça va vous desservir. Donc il vaut mieux que ça soit très concentré autour de la mécanique, parce que c'est vraiment ça que l'éditeur va retravailler avec vous, et l'éditeur va derrière faire le travail de graphisme, faire le travail d'édition, de graphisme, etc. etc. Donc si c'est trop avancé, les illustrations, tout ça, ça peut jouer en votre défaveur. Oui, je suis curieux. Est-ce que, pour vous, en tant qu'éditeur ou éditrice, est-ce que c'est plus important d'avoir quelqu'un qui est intéressé par le processus de création plutôt qu'un jeu? C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent toute leur vie, toute leur âme dans un seul et unique jeu, puis c'est leur bébé, ils misent tout là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça plus intéressant de voir quelqu'un qui arrive et vous sentez que c'est quelqu'un qui est intéressé, qui va être capable de modifier son jeu, de le faire avancer? La personne ou le jeu vous intéresse davantage? Je pense que c'est un ensemble en fait, parce que moi je gère très peu les rendez-vous auteurs, donc en général je teste les protos, on teste les protos en équipe quand déjà ils ont passé la première barrière du premier entretien. Okay. Donc j'ai globalement assez peu de rendez-vous de protos, j'en ai fait quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est quand même un ensemble. Croiser des auteurs ou des autrices qui amènent quelque chose, et si on sent qu'il y a zéro feeling avec la personne en face ou que le travail va vraiment être compliqué, je pense qu'on se dit on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied des fois voilà, si on sent qu'on va pas pouvoir avancer, si on sent que le moindre truc va être des sujets de discussion infinis, je pense quand même que c'est vraiment un frein, parce que c'est une longue collaboration quand on fait un jeu. C'est pas quelque chose où on va collaborer pendant une semaine sur quelque chose et puis après c'est fini. C'est quand même vraiment un travail qui se poursuit sur des mois, des années pour certains.
Et vraiment travailler avec des gens avec qui ça se passe bien, clairement, c'est quand même des choses qu'on préfère faire qu'avec des gens où on sait que ça va être compliqué et où on le sent du départ, quoi. Il faut être d'accord sur la vision. Je me souviens qu'il y a un jeu d'un auteur québécois qu'on avait signé et qu'il y avait du développement à faire et que nous, on voulait aller à gauche et l'auteur voulait aller à droite. Donc, on a arrêté le processus. C'est ça aussi, c'est important. Donc, il y a la personne, il y a le jeu, mais il y a aussi où on veut amener le jeu parce que, je suis désolé de vous l'apprendre, mais probablement, le moment où vous allez signer votre jeu, il n'est pas fini, même si dans votre tête, il l'est. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Et il faut être d'accord sur la direction aussi, où est-ce qu'on s'en va. Il y a pas mal de façons différentes de procéder et beaucoup de maisons d'édition marchent différemment et des auteurs marchent différemment. Et c'est très important d'avoir le bon match parce qu'effectivement, ça va être un long processus, on ne va pas être d'accord sur tout, il va y avoir des moments qui vont être difficiles et il faut que l'éditeur ait confiance dans l'auteur et l'auteur ait confiance dans l'éditeur parce que sinon, c'est comme la vie de couple, si la première fois que le bateau tangue, ça risque de mal se passer. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde travaille de la même façon. Donc par exemple, nous, à Scorpion Masqué, on a un travail qui est très collaboratif avec les auteurs. On va proposer des idées, on va vraiment mettre la main à la pâte, demander des modifications, et beaucoup de travail se fait des deux côtés. Il y a des auteurs qui n'aiment pas ça parce qu'ils considèrent que c'est leur jeu à eux et ils veulent bien qu'on leur donne des opinions et après qu'ils le modifient de leur façon, mais ils veulent rester maîtres de leur jeu. C'est très respectable et il y a des auteurs qui sont hyper bons dans le domaine et qui fonctionnent comme ça, mais nous, c'est pas notre façon de fonctionner. Et à l'inverse, il y a des éditeurs, et je pense peut-être plus à des éditeurs américains, j'ai l'impression que c'est moins le cas dans les éditeurs francophones, qui prennent le jeu, ils le signent, et l'auteur ne le revoit plus pendant 1 an et demi, 2 ans, et à la fin, et peut-être quand le jeu sort, ils vont recevoir une boîte et voir ce que ça donne. Ce qui n'est pas non plus notre façon de faire. Donc tout existe, et quand on s'engage avec un auteur ou qu'un auteur s'engage avec un éditeur, c'est bien d'avoir eu une petite discussion de comment est-ce que ça va se passer, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, quelle est la vision qu'on a. Souvent, avant qu'on signe un jeu, on va l'essayer longuement, puis on va déjà faire des retours. Avant même de dire on va le signer, on dit on aime bien ce jeu, mais on pense qu'il faudrait essayer ça ou ça. Et souvent, ça permet de se rendre compte assez tôt, en fait, si on est d'accord sur cette direction ou pas. Et si on est capable de dialoguer. Oui, absolument. Mais vous avez beaucoup parlé de collaboration, puis ça peut peut-être nous aider à faire le pont sur le... Je pense que Doyon, il y avait le goût qu'on parle de ça, là, mais la collaboration internationale. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point aujourd'hui, dans le monde du jeu, grâce aux nouvelles technologies, il est peut-être un peu plus simple de collaborer avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Comment vous vivez cette expérience-là de travailler avec des maisons d'édition peut-être de l'autre côté de l'Atlantique ou avec des personnes qui partagent peut-être même pas la même langue? C'est quoi les défis que vous avez affrontés dans la collaboration internationale de vos jeux? Si je dois commencer, c'est une dure question. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec Scorpion Masqué, du coup, presque à l'autre bout du monde, mais avec la même langue, donc c'est un peu différent. J'ai bossé aussi pas mal avec un éditeur, une fois avec un éditeur hispanophone qui s'appelle Devir en Espagne. Ouais. Et je pense qu'une de mes collaborations internationales la plus importante, c'est avec Mandu Games, qui est en Corée, avec qui j'ai fait Dracula contre Van Helsing, avec qui on a plusieurs projets en cours de développement. La différence principale, c'est la langue qui forcément amène dans des sujets qui sont précis, comme le développement de jeux, et aussi dans la collaboration qu'on va avoir sur le développement artistique, forcément des nuances des fois qui sautent. Donc je sais que ça a complexifié parfois un peu les échanges, la manière de gérer, puis la compréhension même de tout petits points de règle, de petits trucs. Et moi, ce qui a été le plus frappant, c'est les timings de sortie. Je ne l'ai pas tant eu avec Dracula contre Van Helsing, qui est arrivé assez vite en Europe, mais quand on a fait Ouch avec Romain Catergian chez Devir, c'est sorti en Espagne et c'est sorti en français que 1 an et demi après, je pense. Et j'avais l'impression que le jeu n'existait pas. C'était hyper bizarre. Je savais qu'il était là, il était sorti en Allemagne, en Amérique du Sud, aux États-Unis, mais pas en français. Et il y a vraiment un truc j'avais pas eu ce moment où tu signes un peu des boîtes sur les festivals, t'en parles un peu avec les copains-copines, t'as l'occasion de le voir en boutique et t'es un peu content. Et donc vraiment, ça m'a fait une espèce de relation un peu étrange le jeu n'existe pas vraiment parce que je l'ai pas de manière palpable autour de moi de manière directe. Et ça, c'était moins rigolo que ce que j'aurais imaginé. Et nous, on le vit tout le temps au Canada. Tes jeux, ils sortent toujours comme 5 mois plus tard ici. Je suis désolé. Hein.
Antise, on le veut maintenant. Mais je sais que Vous n'avez pas encore Antise? On n'a pas encore Antise. Oh là là, mais quel scandale, quoi. C'est le jeu à Marc-Antoine Doyon, le directeur Ah oui. du festival, pour ceux qui se le demandent. Excellent jeu. Il y a des boîtes dans son garde-robe chez eux pour ceux qui veulent l'achaler avec ça. C'est quoi son adresse déjà? Mais oui, de votre côté, je suis curieux. C'est tellement fascinant de travailler avec des maisons d'édition comme ça partout dans le monde. Peut-être, est-ce que vous écrivez en anglais? Comment la communication se passe? Alors, chez nous, déjà, avant l'international, il faut savoir qu'on est absolument tous en télétravail. Donc, oui. on n'a pas de locaux. Tiki Édition, on n'a pas de locaux. On est tous, on est Paris, Lyon, Corrèze. Donc, autant dire qu'on est vraiment... le travail à distance, c'est notre quotidien, déjà de base. Okay. On se voit sur des événements comme les festivals. On a fait un séminaire d'une semaine à Lyon cette année. Mais sinon, on travaille en permanence à distance. Globalement, on travaille par exemple avec nos partenaires étrangers, avec le Québec par exemple. À part le décalage horaire, ça change pas grand-chose. Il faut juste caler une heure qui nous convienne à tous. Ouais. Quand on a travaillé par exemple sur Lucky Numbers et puis sur récemment Double Seven, donc avec Michael Schartz qui est en Allemagne, globalement, ça a été un échange qui s'est fait sur SN au moment où on a découvert le prototype. On l'a travaillé, on l'a développé nous. Quand on avait des idées pour développer le jeu, on envoyait un mail avec les choses à tester, il les testait, mais j'ai jamais fait de visio avec lui, par exemple. Okay. Je l'ai rencontré à SN l'année suivante, donc le dernier SN. Là, on l'a rencontré, on a fait une réunion ensemble. Mais c'est vrai que on travaille essentiellement en équipe, et ensuite on va avoir l'un d'entre nous qui va communiquer soit par mail, soit par visio ensuite avec les partenaires étrangers. Voilà. Mais c'est pas quelque chose non plus qu'on fait au quotidien, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des auteurs et des autrices français, donc on n'a pas besoin non plus très très souvent d'aller à l'international, hormis pour les relations internationales, l'export, etc. Ouais. Voilà. Il y a dans ces problèmes de réunion, effectivement, si vous êtes en France et que vous êtes avec des auteurs français, la distance séparant tout le monde fait que ça va se faire à distance. Ce qui peut être gênant, c'est le décalage horaire quand il y a plusieurs tranches. Donc, effectivement, quand il y a 2 fuseaux horaires, ça peut être compliqué. Si on en rajoute plus, actuellement, on a un jeu avec un auteur américain, un auteur danois. À un moment, un de nos auteurs était sur la côte ouest et l'autre était au Danemark et nous au Québec. Ça peut être difficile de trouver un moment pour se rencontrer. Et ce que ça fait, c'est que ça retarde et ça décale beaucoup le travail de développement, parce qu'entre le moment où on dit « OK, il faut qu'on se parle » et le moment où tout le monde arrive à s'aligner sur 1 heure pour être ensemble, il peut se passer 1 semaine, il peut se passer 2 semaines. Ça peut arriver aussi avec des groupes, comme avec Kaidama, on a eu plusieurs projets ensemble, et ça arrive régulièrement que « Ah, OK, il faudrait qu'on se parle », mais là, il y a des vacances. Ah oui, parlons des vacances. Oui, surtout en France, il y en a beaucoup. En France, il y a beaucoup de... Surtout chez Kaedama, quand même. Les vacances et les fériés, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de décalage par rapport au développement pour nous, parce que nous, on est sur un rythme donc québécois, où les vacances scolaires, c'est à Noël et la période de la relâche début printemps. Et c'est tout. Alors qu'en France, c'est à peu près aux 7 semaines qu'il y a des vacances scolaires. Plus les fériés, etc. Ça peut être des fois difficile de trouver des moments où tout le monde est là, parce que peut-être que Théo, qui est plus libre comme l'air, lui, il est libre pendant les vacances, mais Corentin, lui, il est en train de s'occuper de ses enfants pendant les vacances scolaires. Et donc, tout ça peut créer des décalages. Et si je reviens à mon point du début, avec les fuseaux horaires, si vous avez plusieurs personnes sur plusieurs fuseaux horaires, tout ça cumulé fait que des fois, il peut se passer beaucoup de temps entre le moment où on a besoin de parler de quelque chose et au moment où on parle. Donc, ça peut vraiment rendre ça plus lent. Le gros avantage qu'on voit quand on arrive à travailler avec des gens qui sont locaux, comme ça nous est arrivé, comme Randolph fait beaucoup, c'est qu'on peut se rencontrer physiquement, rapidement et régulièrement. Et ça augmente la vitesse de développement de beaucoup. Par exemple, sur Marc Larivière, sur Very Badlands. Very Badlands. J'étais sur un jeu de dinosaures, et comme tu étais avec, là, j'étais sur Draftozone. Donc sur Very Badlands, je l'ai peut-être vu passer au bureau, c'est pas moi qui travaillais dessus, c'était Randolph, mais je pense que je l'ai vu passer au bureau toutes les 2 semaines pendant une période. Donc quand on travaillait sur Flashback avec Marc-Antoine, Marc-Antoine était plusieurs jours par semaine au bureau. Oui. Donc c'est beaucoup plus facile d'avancer, d'itérer et d'avancer rapidement dans ces conditions-là. Mais ça nécessite que vous ayez quelqu'un qui est local, et ça ne veut pas dire seulement le même pays, mais ça veut dire la même ville ou proche. Ouais. Parce que si vous travaillez avec un auteur québécois qui est en Gaspésie,
Forcément, ça revient à peu près au même que travailler avec un auteur Quelqu'un à Paris. à l'étranger. Oui, en fait, même un des défis qu'il y a de travailler avec quelqu'un qui est à l'étranger, c'est qu'on fait des tests chacun de notre côté, l'éditeur puis l'auteur avec ses groupes. Et parfois, on n'a pas du tout, mais pas du tout le même ressenti. On n'a pas les mêmes résultats. On fait un jeu coopératif et il y a un groupe qui détruit le jeu, c'est trop facile, et l'autre groupe ici, c'est trop difficile. Ou il y a un groupe qui a aimé le jeu pour une raison très précise et l'autre groupe qui a détesté le jeu pour la même raison. Et quand on n'assiste pas à la même partie, quand on ne joue pas en personne dans la même pièce, ben c'est difficile de comprendre, même si ça nous est raconté, à quel point ça peut être opposé. Donc vraiment, de ne pas jouer avec les auteurs dans la même pièce, c'est un défi. Je te rejoins sur ça, et même sur un aspect plus en amont du processus, la transmission des règles, c'est hyper dur. Et comme quand on travaille un prototype, les règles, c'est un moment où on essaye de les rédiger le mieux possible, mais on n'est pas à un moment où on a un niveau de finition qui est celui des maisons d'édition. On n'a pas le temps de faire ça, c'est moins pertinent, et donc des fois c'est compliqué. Par les vidéos, des fois tout passe pas exactement bien. Et j'y pense, avec Elodie, on a un proto qu'on a montré à Cannes, et on a eu des retours des maisons d'édition qui faisaient vraiment aucun sens. Et on s'est dit, mais Ils ont pas compris. comment vous pouvez penser ça du jeu? Vas-y, on va regarder. En creusant un peu, ils avaient joué n'importe comment. Ce qui n'était pas tant de leur faute que la faute de nos règles. On est autant à blâmer que eux qui avaient mal compris. Mais il y a vraiment une dimension de se dire, ah ouais, comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait cette transmission-là? Et même pendant le développement, je sais que ponctuellement, sur des projets, à un moment, on s'est rendu compte qu'on jouait pas exactement de la bonne manière. Pas de la bonne, mais de la même manière. Ouais. Et il y a une dimension de, ah ouais, mais attends, tous nos tests, nous, on a joué avec le jeton premier joueur, il tourne à la fin de chaque manche. Et vous avez joué à, il tourne jamais. Ou ah, mais en fait, on n'a pas joué au même jeu, donc on arrive aux mêmes conclusions ou pas. Comment est-ce qu'on gère ça? Là où effectivement, quand on joue ensemble autour de la table, il y a ce côté de, attends, il tourne bien à la fin du tour, le jeton premier joueur. Ah oui, oui, bien sûr. Et hop, on le fait tourner, on n'oublie pas. Oui, on utilise pour ça beaucoup de canaux de discussion en direct. On est beaucoup sur Discord maintenant, ce qui nous permet, on est en train de tester le jeu, on écrit sur le groupe, oh attends, on a un doute, on est en train de jouer, et avec un peu de chance, il y a un des auteurs qui est là et qui va dire, non, attends, c'est comme ça va beaucoup nous aider. Et on peut parler aussi de Dead Cells, puisque c'était un développement qui était très long, très compliqué, à distance, avec donc tout le groupe Kaedama au complet. Donc ça pouvait être difficile, et à un moment, vous avez fait un truc extraordinaire, vous êtes venus ici. Donc ils se sont déplacés tous ensemble, et on a passé une semaine à Montréal, et tous les jours vous étiez au bureau, on était ensemble, et tous les matins et en début d'après-midi, on travaillait, on itérait sur le jeu. Ça nous a permis de faire plus de travail qu'en plusieurs mois. Ouais, clairement. Moi, je sais que c'est un truc que j'aime bien faire, même sur des personnes qui sont moins loin. Là, il y avait un côté de, c'était un gros voyage, donc c'était un peu excitant, mais c'était un peu crevant aussi. Parce qu'effectivement, ça fait avancer beaucoup plus vite, parce qu'on est là et parce qu'on consacre le temps au projet. Il y a vraiment une dimension... d'un coup, on va se voir pendant... Généralement, je fais des sessions plus courtes parce que c'est plus proche, mais en France, on va se voir pendant 2-3 jours. Et la maison d'édition, elle va être consacrée uniquement à nous et à ce projet-là. C'est fini, elles ne répondent pas trop à leurs mails pendant ces 2-3 jours. Il y a un truc de... C'est une session de boulot qui est consacrée à ce jeu-là. Et donc forcément, nous, on n'est que actifs sur ce jeu. La maison d'édition, elle est que active sur celui-ci. Il y a un côté un peu... Moi, que j'aime bien, un peu événement, où la semaine d'avant et la semaine d'après, on est tous et toutes un peu excités de se dire vas-y, je vais travailler un peu en amont parce que j'ai envie de montrer que j'ai bossé avant de venir. Puis après, on est un peu dedans en mode je suis hyper exalté par le projet, vas-y, on va rester sur ce momentum, on va essayer de le porter encore un petit peu. Et donc, j'aime bien ces moments-là parce qu'ils créent vraiment un instant T où on va travailler autour du projet. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a adoré faire sur Dead Cells, et tu as tout à fait raison, ça nous a débloqué significativement sur plein de points où on était bloqué. Ça nous a permis de mieux se comprendre sur des éléments où on n'était pas forcément au diapason, parce qu'on ne se comprenait pas bien, parce que l'écrit n'aidait pas à faire tout ça. Et donc ça a été, ça a mis un grand coup d'accélération dans le projet de manière très significative. Et peut-être un autre outil aussi qu'on a dans notre trousse à outils pour ça, c'est des rendez-vous réguliers. Donc qu'on fait de plus en plus, qu'on faisait moins avant, c'est de se dire tous les lundis à 9h, on se rencontre et on parle du projet. Et ça oblige tout le monde à avancer, que ce soit les auteurs qui vont se dire il faut vraiment qu'on ait proposé la nouvelle itération avant cette date-là, et l'éditeur aussi, il faut vraiment qu'on ait testé le jeu, qu'on ait fait nos propositions et qu'on sache quoi dire aux gens. Et ça marche, là on parle beaucoup d'auteurs, mais ça marche aussi pour les illustrateurs. Et très régulièrement, maintenant quasiment systématiquement, quand on est en phase d'illustration de jeu, on a un rendez-vous par semaine, voire 2 rendez-vous par semaine avec les illustrateurs pour regarder, parler et faire les retours autour du projet. Et ça assure que la roue continue de tourner en permanence, parce que sinon, que ça soit du côté auteur, illustrateur ou éditeur, si on ne se voit pas et qu'on ne parle pas régulièrement des projets, on peut avoir tendance à se laisser emporter par d'autres projets, par d'autres urgences qui sont plus proches,
de nous, qui sont peut-être moins urgents, mais qui nous semblent plus proches. Et de faire ça, ça permet d'avancer régulièrement. Ben, c'est très intéressant. J'espère que ça vous a donné une petite inspiration de comment créer un jeu. Et pour finir la conférence, j'aimerais ça aussi prendre un moment pour tourner vers le public. Si vous avez des questions pour nos collègues de l'industrie du jeu, donc vous avez juste à lever la main. Moi, je vais répéter la question pour qu'on l'ait dans l'enregistrement. Mais que ce soit sur la création de jeux ou sur l'industrie en général ou sur le fait de est-ce que ça fait une différence l'accent québécois dans le processus? On peut déjà vous dire que oui, Bruno Catala est hyper sympa, c'est vrai. Bruno, oui, c'est vrai. Ça, on gomme cette question qui vient à chaque fois. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Guillaume, je suis aussi auteur de jeux. Donc, à un moment, Théo, tu parlais de... Enfin, Christian t'a posé une question sur ton quotidien. Ouais. Et j'ai entendu dire que tu travaillais aussi beaucoup, de passer beaucoup de temps sur ta communication personnelle. Donc, à quel point c'est important pour un auteur de jeu débutant, quand même pas connu comme moi, de travailler sur sa communication? Est-ce que ça aide uniquement pour vendre les jeux ou ça aide déjà pour se faire connaître auprès des éditeurs? Très bonne question, merci. C'est bizarre parce que je suis un peu ambivalent sur ma réponse, à savoir que je crois un peu que ça sert à rien et en même temps je suis hyper content de le faire. Pour préciser, je pense que vraiment si des gens se disent je vais me forcer à le faire parce que c'est essentiel, il ne faut pas le faire. Je pense qu'un exemple qui est vraiment très bon, c'est celui d'Antoine Boza qui déteste ça, il fait rien. Des fois on le voit un peu, mais je l'ai vu répondre à non merci à des demandes d'interview un nombre incalculable de fois parce qu'il a vraiment pas envie. Et c'est ces jeux qui parlent pour lui. Il n'y a pas besoin qu'Antoine prenne de la place, etc. C'est un auteur suffisamment brillant pour que tout aille bien. À l'inverse, moi je suis vachement inspiré par Bruno Catala, dont les jeux parlent aussi pour lui parce qu'il est tout aussi brillant, mais qui avait ce goût-là de parler un peu, de prendre un peu de la place, de communiquer, de montrer un peu ce qu'il faisait. Et moi, ma réflexion, c'était ouais, ça a l'air trop cool de faire ça, j'ai envie de le faire. Donc aujourd'hui, je le fais principalement parce que ça m'amuse et parce que ça me permet de passer des bons moments. Je suis pas certain que ça a un impact. Enfin, je suis même assez certain que ça n'a pas d'impact directement sur ma relation avec les maisons d'édition. J'ai déjà essayé une ou deux fois de gratter un demi% de royauté en disant je vais faire beaucoup de communication quand même, vous avez vu, j'ai une grosse chaîne Twitch et tout, vous pouvez me donner un poil plus. Vraiment, tout le monde répond non à ça. T'as fait ça, ouais? Ouais, j'ai essayé un peu, ça marche pas. Mais... C'est avec Scorpion, j'imagine. Avec Scorpion, ils nous ont aidé beaucoup plus. Ça m'aide pas forcément à signer les jeux, hein. J'ai encore des trucs qui font des bides et que personne ne veut, quoi qu'il arrive. Par contre, c'est vrai que ça m'a plus vite donné, j'ai eu le sentiment d'importance sur les festivals et sur la relation avec les joueurs et les joueuses. Ce qui est un truc que moi j'avais envie d'avoir et qui me faisait plaisir de rencontrer des gens, de discuter, c'était trop bien. Mais d'un point de vue stricto professionnel, pareil, je crois que ça n'a pas un impact très très fort sur les ventes s'il y a 100 personnes dans la francophonie qui me connaissent et qui se disent ouah, je suis suffisamment fan de Théo Rivière pour acheter tous ces jeux. Déjà, 100, j'exagère beaucoup, je crois que c'est le bout du monde. Puis si c'est 100 boîtes au total, ça va pas avoir un impact suffisamment significatif pour que ça change le succès ou le non-succès d'un jeu. La preuve, j'ai fait des gros bits ces 3 dernières années, ça va pas sauver les jeux non plus. Donc c'est vraiment un truc où je pense qu'aujourd'hui, ça serait dommage de s'en priver si jamais toi, ça t'apporte du plaisir et de la joie, parce que moi, ça m'en apporte beaucoup, donc ça serait mentir de dire que je conseillerais pas de le faire, parce que vraiment, c'est hyper cool, le milieu est hyper chouette, on a une communauté de joueuses qui est vraiment aux petits oignons, qui est hyper adorable. Moi, j'adore les live Twitch parce que je peux parler avec les gens et que c'est trop cool. Ouais, si jamais t'as la flemme et ça changera pas grand-chose à ta carrière, quoi. Te force pas si t'as pas envie. Oui, puis de votre côté, aussi comme maison d'édition, est-ce que, j'imagine, un petit peu pour se faire connaître, est-ce que ça fait une différence d'avoir une présence médiatique sur Internet pour les maisons d'édition? Pour un jeu, j'ai pas l'impression. Honnêtement, en tout cas, moi, j'ai à aucun moment eu l'idée de me dire je vais aller voir si la personne qui nous présente un proto est sur Insta. Oui. Jamais. Voilà, vraiment pour le coup, jamais. Après, c'est plus ce qu'il a déjà fait qui va parler pour lui, en fait. Effectivement, si jamais certains auteurs ou autrices nous présentent des jeux qu'ils ont déjà signés, des jeux, enfin, qui sont déjà un peu connus, on va dire, dans le milieu, forcément, c'est plus leur succès qui vont parler pour eux que leur page Instagram ou leur page Facebook ou n'importe quelle autre page. Je pense pas que ça rentre vraiment en ligne de compte. Ça va vraiment être le ressenti qu'on va avoir quand on va tester un jeu. On a testé des jeux d'auteurs ou autrices d'ailleurs qui ont déjà signé des jeux et on n'a rien ressenti quand on a joué et c'est pas pour autant qu'on a donné suite en fait. Donc non, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment un impact en tout cas significatif. Surtout au début, ça va vraiment être le jeu, ce qu'on nous propose, qui va compter, quoi. Je suis curieux, Christian. Je veux dire, du temps que tu étais actif aussi dans Scorpion Masqué, je veux dire,
Christian est quelqu'un de charismatique. C'est vrai. C'est quelqu'un qui parlait aussi beaucoup. Je me souviens que tu parlais beaucoup des chiffres de Scorpion Masqué. Il parle beaucoup, oui. Il parle beaucoup. Est-ce que tu sentais que d'être actif, de parler, de communiquer de la réalité de Scorpion aux gens sur Internet, est-ce que ça aidait la compagnie? Je vais citer Gilles Vigneault. Ah oui, merci. On lui demandait est-ce que la chanson est un outil de transformation sociale. Et il disait, un peu comme une plume va polir une statue de marbre. Donc, un peu plus, mais pas beaucoup. Mais non, mais pour vrai, en fait, je le faisais par plaisir, un peu comme Théo. Ouais. Je te rejoins parce que j'aime communiquer. J'étais professeur avant d'être éditeur de jeux. Donc, j'aime transmettre de l'information. Je suis fâché quand je vois de la mauvaise information, que ce soit sur YouTube, dans des podcasts qui est transmise et que ça m'emballe maudit. Donc, j'aime donner les vrais chiffres. Je le fais par plaisir. Un peu parce que j'espère que ça va aider notre sérieux, notre crédibilité aussi, de montrer toute la réflexion qu'il y a derrière un jeu, de montrer, par exemple, je me souviens du carnet d'auteur que j'avais fait pour Maudite Momie, avoir lu des gens dans les commentaires qui avaient suivi la publication, dire « Ah ben oui, on comprend bien maintenant ton cheminement, puis on voit que ça a été réfléchi, que chacune des décisions est là pour quelque chose. » Donc, je pense que ça aide, mais pas beaucoup plus qu'une plume sur une statue de marbre. Poète va. Après, si je rebondis sur ça, je pense que côté maison d'édition, il y a quand même une dimension de branding qui est plus importante. Et pour le coup, avec un rapport qui n'est pas forcément directement lié aux ventes, mais qui peut être lié au partenariat à l'international et qui peut être lié aux auteurs et autrices qui vous proposent des prototypes. Je trouve que le parangon de ça, c'est Jamie Stonemaier de Stegmaier Game, ou l'inverse, qui par son blog a vraiment une forme de rayonnement qui lui touche en plus une communauté de fans, de joueuses qui vont acheter ses jeux parce que c'est des jeux Stonemaier, mais qui, moi personnellement, comme je lis son blog, que j'adore ce qu'il fait et que je le trouve intéressant, c'est une maison d'édition avec qui je me dis, alors que j'aime pas trop sa manière d'étudier les jeux pourtant, j'aimerais trop travailler avec cette maison d'édition-là parce que son rayonnement est chouette. Et ça passe par la diffusion des chiffres, ce genre de choses. Comme les auteurs-autrices, on ne sait jamais trop comment on va choisir les maisons d'édition avec qui on va bosser. Souvent, c'est un peu celles qui veulent, mais il faut bien qu'on choisisse à qui on présente les protos en premier. Ça se fait vachement par affinité et par feeling. Et je sais que Scorpion Masqué, et c'est pas pour vous mettre de la pommade, mais moi, cette manière de mettre les chiffres sur Internet, d'avoir une présence sympathique sur les réseaux, et d'éditer des jeux que je trouvais vraiment bons et bien édités, c'est un truc qui m'a fait me dire à un moment dans ma vie, je veux un jeu chez le Scorpion Masqué une fois dans ma vie au moins pour voir quoi. Donc je pense que de votre côté, c'est plus important d'avoir une image de marque qui soit qualitative parce que ça va vous ouvrir des portes. Pas forcément d'achat de jeux, mais au moins de partenariat avec des acteurs et actrices du monde ludique. On m'a déjà reproché dans un meeting d'affaires à Nuremberg de ne pas être assez bien vêtu. Je suis en T-shirt d'habitude, c'est pour ça que je suis en chemise aujourd'hui. Non, mais c'est une histoire vraie quand même. Oui, mais... Oh, mon Dieu. J'avais pas de veston. Écoute, il y aurait tellement à dire. J'ai comme 1000 questions là-dessus aussi, sur les clashs culturels, etc. Mais vous êtes tellement intéressant. J'aurais peut-être prendre une dernière question du public si quelqu'un le veut. Si quelqu'un se sent d'attaque. Oui? Merci beaucoup. Je veux juste savoir, dans votre processus de création, vous êtes autant éditeur, auteur, vous avez des maisons d'édition. Comment est-ce que vous travaillez avec l'IA maintenant? Est-ce que ça commence vraiment à arriver? Est-ce que c'est vraiment en danger autant pour les auteurs et les illustrateurs? Ou est-ce que vous le voyez comme un outil qui a aussi ses qualités? Combien de temps il nous reste? Alors, oui, un petit tour d'horizon en 5 minutes. L'IA et le futur du jeu. Rappez ça vite. Manu, t'as le plus à dire, je pense. Et le problème, c'est que l'IA couvre beaucoup de domaines. Donc, effectivement, c'est difficile de parler de l'ensemble. Il y a le domaine dans lequel c'est actuellement utilisé ou accepté par nous et assez limité. C'est du support d'écriture, comme j'ai écrit 2 petites phrases en anglais que je vais soumettre à la personne anglophone parce qu'il n'a pas le temps de faire le truc. Fait que moi, je les ai rédigées déjà dans mon anglais et je fais juste corriger la grammaire. Ou bien chercher des synonymes. Je voudrais des synonymes de ça. On l'utilise jamais pour de la rédaction complète, évidemment. Ça, c'est proscrit de dire voici, je te dis mes règles en charabia, fais-moi toutes les règles, ça marchera pas et c'est pas ce qu'on fait.
Donc c'est très 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 limité de notre côté pour Scorpion Masqué. Et pour ce qui est des illustrations, on fait signer aux illustrateurs au moment du contrat qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser l'IA dans aucune des images qui va être utilisée ou vue. Donc nous non plus. C'est arrivé une fois pour un proto qu'on génère des images par IA parce que l'illustrateur pouvait commencer le jeu que plusieurs mois après et que c'était un jeu sur lequel on avait vraiment besoin d'avoir un support visuel pour s'immerger. Mais ces images-là, par exemple, n'ont jamais été montrées à l'illustrateur pour travailler. Ça n'a même pas été utilisé comme inspiration. Donc c'était juste pour que les testeurs aient quelque chose à se mettre sous l'œil et qu'on n'avait aucun autre moyen de le faire. Donc ça reste très 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 limité dans notre cas. Et je pense que maintenant les contrats d'auteur aussi précisent qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser l'IA de façon pour générer les règles du jeu ou la mécanique du jeu. Ça peut être simplement un outil qui est encore une fois très limité, mais qui peut permettre, quand c'est bien fait, de gagner un petit peu de temps. Comme typiquement, l'exemple que je donnais, c'est que je m'en sers pour rédiger des textes en anglais qui vont passer après par Matthew, qui est notre rédacteur in-house en anglais. Donc je fais tout vérifier par lui derrière. Ça nous permet de sauver un petit peu de temps, mais ça reste limité à ça. Alors nous, de notre côté, c'est vrai que tout ce qui va être image, en tout cas, c'est vrai que c'est très clair qu'on n'illustrera jamais un jeu en IA. On a tout de suite, dès que ça a été... Il y a eu tout un collectif qui a travaillé sur justement comment protéger les œuvres, enfin, en particulier dans le milieu du monde du jeu de société. Et on a adopté immédiatement le petit macaron illustré à la main qui a été créé pour montrer que vraiment c'était hyper important le travail des illustrateurs et des illustratrices qu'on peut avoir. Ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait avant. Moi, c'était hyper important dans mon travail quand je suis arrivée de pouvoir mettre en avant l'humain derrière les jeux. C'est vraiment important de pouvoir montrer qui travaille dessus, et je dis souvent à beaucoup de monde que ce que je préfère dans mon travail, c'est être entouré de gens passionnés par ce qu'ils font. Et ça marche par des gens qui vont illustrer les jeux, par ceux qui les créent, par tous ceux en fait qui vont graviter autour. Et en fait, on peut pas perdre cet humain-là. On peut pas perdre ce côté humain en fait. Donc c'est hyper important nous qu'on garde ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est non négociable, on va dire. C'est vrai que on a en particulier une illustratrice avec qui on travaille énormément sur toute notre gamme Lucky Number, c'est Christine Alcouf. On dit souvent, on rigole, c'est notre 4e CDI de la boîte, mais c'est parce qu'elle travaille vraiment beaucoup avec nous, et c'est vrai que c'est vraiment important. Puis d'apporter un projet et de voir aussi à travers les yeux de quelqu'un d'autre comment il va pouvoir le faire vivre, etc. Donc c'est voilà, avoir un beau travail fait par des vrais gens, c'est vraiment super important. Après, effectivement, moi, c'est vrai que dans mon travail, je suis assez autonome sur tout ce qui va être les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que je vais créer et mes visuels et mes textes. Mais par contre, je me sers beaucoup de l'IA d'un point de vue correction aussi. Je vais corriger, vérifier les fautes, etc. Vérifier les traductions en anglais aussi, quand je vais envoyer un mail, pour être sûr que ce soit OK ce que j'ai écrit. Et par contre, on est obligé de constater que l'IA est assez présent dans beaucoup d'outils qu'on utilise, que ce soit les Gmail, que ce soit utiliser Photoshop, dans plein de petits outils qui sont difficiles à contrôler finalement là-dedans, en fait, ou sur une fonction un peu basique qu'on utilise, derrière il y a un bout d'IA en fait qui est créé là-dessus. Moi, j'avoue que j'ai pas la connaissance, en tout cas, de savoir à quel moment Photoshop va m'apporter un peu d'IA dans ce qu'il est en train de traiter de mon image, en fait. Je n'ai pas la vision, en fait, vraiment complètement de le dire. Après, c'est vrai qu'on travaille au maximum, nous, en tout cas, avec sans ça. Et on est vraiment, enfin voilà, on met vraiment un accent particulier, en tout cas, sur la reconnaissance du travail des personnes, en fait, autour du jeu. Donc, et ça reste hyper important pour nous. Si j'appuie un peu aux côtés des auteurs et des autrices, au global, le milieu est assez protectionniste des différents acteurs et actrices autour, notamment de l'illustration, puisque j'entends effectivement que le lasso de Photoshop utilise un algorithme et que Google Trad nous permette de corriger un mot. Je pense que c'est pas de ça dont on parle, et que cet enjeu-là, il n'est pas éminemment politique, alors que l'enjeu de création de contenu, notamment de texte et d'images l'est. Et donc le milieu a réagi très très fort et très très fortement du côté de la protection de ces différents acteurs et actrices. Et je pense que d'un point de vue empathique, on en est là, en fait, de se dire que si le futur, c'est que nous, on fasse les tâches aliénantes et que les robots fassent les trucs un peu sympas, genre les images, je crois qu'on est pas mal à pas avoir envie de vivre dans ce futur-là. Et donc, on est beaucoup à se dire qu'on va se battre et qu'on va essayer de ne pas l'utiliser. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'était assez... moi, j'ai trouvé ça assez beau, presque émouvant, quand le milieu s'est levé un peu, notamment contre les premiers jeux qui avaient été entièrement illustrés par des IA.
On va pas se le cacher, le toc-toc du capitalisme néolibéral est derrière nous. Hein. On l'a eu encore cette semaine avec Asmodee US qui a généré un texte de règles de Flip7 très clairement écrit par ChatGPT puisque ça n'avait absolument aucun putain de sens. Ça a très très vite été enlevé depuis, mais ça a quand même été là. Donc dans tous les cas, la question elle est là, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt en tant que société et là en tant que microcosme de perdre de l'argent d'une certaine manière ou du moins de ne pas en gagner sur des postes qui pourraient être là par empathie pour nos adelphes et pour soutien de tous ces métiers-là. Je pense qu'on y est très très fort. Je pense que d'un point de vue créatif, tout le monde a un peu envie de défendre ça. C'est Kevin Wilson, un auteur américain, qui le disait très très bien. Il disait si jamais vous ne pouvez pas payer un illustrateur ou une illustratrice, vous ne pouvez pas vous payer mon travail, en fait, donc c'est mort pour vous. Et je pense qu'on va être pas mal dans cette notion un peu de protection pour longtemps en tout cas. Mais je crois pas que ça soit perdre de l'argent que de travailler. Parce que c'est juste pour redresser un peu la formulation. On ne perd pas de l'argent en choisissant de travailler avec un illustrateur plutôt qu'une IA parce qu'on a un résultat qui n'aura rien à voir. Et c'est tellement... Je veux dire, on est quasiment tous capables maintenant de dire quand des illustrations de jeux sont générées par IA et ça va générer une sorte d'écœurement aussi. La valeur ajoutée de la patte de l'illustrateur, ça a pas de... c'est une valeur beaucoup plus élevée. Ouais, 100% raccord avec ça. Mais j'irais même plus loin. Même si c'était invisible, on le ferait pas en fait. Pour un certain et un certain nombre d'entre nous, pour certains et certaines, c'est certain que d'autres le feraient. Mais si aujourd'hui on me dit je suis parfaitement capable de générer un jeu entièrement illustré, c'est aussi beau que du Naiad, et vraiment tu t'en rends pas compte, bah les couilles en fait, je préfère payer Naiad et que ses enfants aillent à l'école et que tout le monde soit content quoi. Oui, puis n'hésitez pas donc si vous voulez encourager les humains, les artistes que vous aimez, que ce soit des auteurs, illustratrices, éditeurs, éditrices, renseignez-vous sur ce qu'ils font, suivez-les sur leur page, leurs réseaux sociaux, abonnez-vous à leur Patreon, achetez leurs jeux. Je pense que c'est ça aussi, c'est une expérience humaine, le jeu, fait que si ça peut rester ça le plus longtemps possible. Il y a peut-être par contre un domaine qu'on n'a pas mentionné où l'IA peut être bénéfique et utile pour nous, qui est le test en fait. Le test de jeu. Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait exactement le genre d'IA qu'on imagine quand on parle d'IA maintenant, qui sont génératrices de contenu. Mais ça nous arrivait par le passé pour le jeu de Christian Maudite Momie d'avoir un programme qui calculait... Jouer 50 000 parties en quelques secondes. Des milliers de parties et qui va donner des résultats. Et actuellement, on le fait aussi pour la suite de Tag Team, parce que Tag Team, il y a littéralement des milliers de combinaisons possibles de personnages contre des personnages, et on a beau faire, pour le jeu de base, on a fait 1600 parties pour équilibrer le jeu, mais même à ça, il y a certaines combinaisons qui ont été testées qu'un nombre de fois très faible, donc 5-10 fois. Et actuellement, on travaille sur le fait d'avoir un programme qui est capable de générer des milliers, des centaines de milliers, des millions de parties, pour donner une sorte de vision d'ensemble. Ce qui n'empêche pas que derrière, on refait tester le jeu par des humains pour avoir le vrai ressenti, pour savoir si eux ils jouent différemment, etc. Mais ça peut être un côté qui est vraiment utile de l'IA. Donc parfois, il y a quelques outils qui sont utilisés, mais comme on le disait, dans tout ce qui est la création pure, non, on ne fait pas ça. Ben écoutez, vous êtes tellement intéressante. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous. Donc merci, on peut applaudir nos intervenants. Merci encore une fois à Théo, Déborah, Christian, Manu.